Les patients qui doivent recevoir la vaccination antirabique, ce sont des patients qui ont été agressés par des animaux à sang chaud ayant occasionné soit des morsures superficielles ou profondes, uniques ou multiples, des griffures, un léchage sur lésions fraîches est une condition pour la prise en charge antirabique. Ces personnes, dès qu'ils sont reçus au service, on va apprécier l'agression qui a été causée par l'animal et immédiatement, il faut procéder au lavage, au nettoyage des lésions. Donc il faut bien laver au savon pendant un minimum de 15 minutes et appliquer par la suite une solution antiseptique qui a une action létale sur le virus rabique. Exemple, le Dacan ou bien le dérivé iodé. Par la suite, on va faire l'interrogatoire pour recueillir les éléments nécessaires pour déterminer le protocole de vaccination qu'on va entreprendre. On va prendre l'identité du patient, la zone où il a été agressé, la région, l'adresse du sujet, et éventuellement le numéro de téléphone en cas où on a besoin de le contacter et de l'informer d'éléments importants ou de lui rappeler de venir pour faire la vaccination. Donc ces éléments-là sont très importants. Par la suite, il faut voir la lésion, exactement où sont les lésions. Toutes les lésions doivent être décrites une par une. Par la suite, on décidera du protocole qu'on va entreprendre. Ce protocole-là, bien sûr, il est déterminé suivant l'animal agresseur, qui peut être soit un protocole A, soit un protocole B. Si l'animal est connu, c'est le protocole A. Si l'animal est errant, c'est le protocole B. En plus, si on va faire uniquement du vaccin antirabique ou bien si on va faire du vaccin antirabique avec du sérum antirabique. Ce qui donne un protocole A1 pour les animaux connus, un protocole B1 pour les animaux errants avec sérum. Les protocoles A2 et B2, c'est des protocoles sans sérum. Donc, soit que l'animal est connu, c'est un protocole A2. Si l'animal est errant, c'est un protocole B2. Quel que soit le type de la lésion, on doit entamer la vaccination antirabique et, suivant l'observation vétérinaire, on se décidera de continuer ou bien d'arrêter la vaccination. Donc, à l'interrogatoire, on va préciser si l'animal est observable, on doit assurer une surveillance vétérinaire. C'est-à-dire que le médecin vétérinaire doit examiner l'animal agresseur pendant les circonstances. Il vous délivre un certificat précisant l'état de santé de l'animal. Une deuxième visite à J7 et une troisième visite à J14 détaillant l'état de santé de l'animal. Sur ce, au 7e jour, on se décide d'arrêter la vaccination ou bien de continuer selon les renseignements délivrés par le médecin vétérinaire. Le patient est orienté pour la vaccination qui consiste à la première prise de vaccin antirabique qui doit être faite
en intramusculaire au niveau du deltoïde, à J0 chez l'adulte. Pour les enfants moins de 3 ans où on n'a pas un moignon de l'épaule qui est bien développé, on va faire la vaccination au niveau de la face antélatérale de la cuisse. Il est très important de décrire les lésions, que ce soit les lésions au niveau des extrémités, les lésions au niveau de la tête, au niveau de la face, parce que c'est des lésions qui nécessitent du sérum, les lésions au niveau des organes génitaux externes aussi, les lésions profondes, donc c'est des lésions qui nécessitent une sérothérapie qui doit être faite à J0 le jour de la prise en charge. Comme c'est un sérum hétérologue, il peut être à l'origine d'allergies, donc il faut prendre des précautions. Une allergie au sérum, c'est une réaction qui peut apparaître dans les médias de type cutané, digestif, et respiratoire et éventuellement cardiaque. Les précautions nécessaires, c'est que de faire le test préalable, le test BESRETK, pour déterminer ou détecter une éventuelle allergie. On procède au test par l'injection intradermique de 1/10 de millilitre de sérum, ce qui va donner une papule de 5 mm en peau d'orange. On observe le patient pendant 15 minutes. Normalement, la papule n'augmente pas de taille. Si elle excède 1,5 cm, donc il y a un doute. S'il y a une apparition de rougeur tout autour qui dépasse les 2,5 cm, de même, il y a un doute d'allergie au sérum. Un quart d'heure après le test intradermique, on va procéder à l'injection de 1/4 de millilitre en sous-cutané et on observe le patient encore 15 minutes. Ce test n'est pas prédictif, mais il permet au moins la surveillance du patient. Si tout va bien, on peut procéder à la sérothérapie. Cette sérothérapie doit être en local, donc en infiltration. La totalité de la dose doit être infiltrée au niveau des lésions, tout autour des lésions. Quelle que soit la lésion, il faut l'infiltrer. La totalité de la quantité doit être infiltrée en local. Si on ne peut pas infiltrer la totalité de la quantité, on peut recourir à l'injection intramusculaire au niveau de la fesse pour la quantité restante. Si la quantité de sérum s'avère insuffisante, donc on peut diluer le sérum avec du sérum physiologique à 9 pour 1000. Donc on peut diluer au double ou au triple. L'infiltration au niveau du doigt est un peu difficile puisqu'il y a risque de syndrome de compression, il y a risque de nécrose. Donc, il faut infiltrer petit à petit et il faut essayer de prendre tout le doigt si on a une lésion au niveau des extrémités et d'infiltrer le maximum, mais il faut sentir qu'il n'y ait pas une pression très importante parce qu'il y a un risque de nécrose. Cette sérothérapie procure aux patients une protection immédiate le temps que le vaccin agit et on aura par conséquent une protection dans l'immédiat si on procède correctement à cette sérothérapie. Il est très important de rappeler que le sérum antirabique doit être administré uniquement par voie locale sous forme d'infiltration. Donc la voie intramusculaire est exceptionnelle si on n'arrive pas à infiltrer la totalité de la quantité. Une fois la sérothérapie a été faite correctement, donc le patient, et après avoir reçu sa première prise de vaccin, il doit avoir sa carte de rendez-vous pour continuer sa vaccination. Il est très important de refaire le pansement de façon quotidienne, au moins pendant les 3 ou 4 premiers jours. Donc il faut bien désinfecter avec un produit létal type du Dakin ou bien de dérivé iodé et le pansement ne doit pas être compressif. Les patients qui doivent recevoir du vaccin antirabique, ce sont des patients qui sont victimes de morsures par des animaux à sang chaud. Les volailles ne sont pas transmetteurs de la rage. Les morsures par les rongeurs sont considérées comme des morsures superficielles et on préconise plutôt un protocole B2
sans sérum. Bien sûr, sauf exception, des lésions importantes. Le vaccin ainsi que le sérum antirabique ne sont pas contre-indiqués chez la femme enceinte. Pour les enfants, la dose du vaccin est identique à la dose de l'adulte, sauf que l'administration pour l'enfant, moins de 3 ans, il faut la faire au niveau de la face antérolatérale de la cuisse. Si on aura un traitement complet, donc on va continuer, si le protocole est de type B1, donc on va continuer le traitement à J3, J7, J14, J28. Si c'est un protocole B2, on va continuer à J7 et à J21. Si le protocole est de type A1 ou A2, on arrête la vaccination à J7 sur présentation du certificat vétérinaire. À défaut du certificat vétérinaire, on peut se baser sur les déclarations et les engagements du patient à J7. Si pendant la période d'observation, l'animal est mort ou abattu ou en fuite, il faut consulter immédiatement le centre de vaccination dans lequel le patient a été pris en charge et il ne faut pas attendre le rendez-vous. Il faut amener le cadavre pour le diagnostic, ce qui va nous aider dans la prise en charge thérapeutique. Cette prise en charge doit être suivie par le service pour assurer la bonne adhérence à ce traitement-là. En cas de défaillance, il faut convoquer le patient avec les moyens adéquats. Donc, soit par le téléphone, soit par la poste, soit par les amis. Donc, chaque région doit trouver donc, le bon moyen pour récupérer les patients. La vaccination antirabique préventive est recommandée pour les personnes travaillant avec les animaux, pour les vétérinaires, pour les chasseurs. C'est une vaccination qui se fait en 3 prises, à J0, J7, J21 en intramusculaire, avec un rappel à 1 an et rappel tous les 5 ans. La rage est une zoonose dont les signes cliniques et anatomopathologiques sont très variables et ne conduisent qu'à une suspicion. Le diagnostic de certitude et de confirmation passe obligatoirement par le laboratoire. Tout animal mordeur qui meurt en cours de période d'observation après la morsure doit passer obligatoirement au laboratoire pour confirmer ou infirmer l'infection rabique. Les prélèvements d'animaux suspects de rage doivent être envoyés au laboratoire de l'Institut Pasteur de Tunis dans un double emballage hermétique et étanche, accompagné d'une fiche de renseignement dûment remplie. Le système nerveux central est riche en virus chez les animaux enragés. Il constitue ainsi le prélèvement de choix pour le diagnostic de la rage. L'autopsie conduisant à l'ouverture de la boîte crânienne permet de prélever des échantillons de la corne d'amont, du bulbe, du cervelet et du cortex. Des empreintes de la corne d'amont et du bulbe sont apposées sur une lame pour mettre en évidence les antigènes du virus rabique, à savoir la nucléocapside. C'est la technique d'immunofluorescence directe ou IFD. Après fixation des empreintes à l'acétone, quelques gouttes de conjugué antinucléocapside rabique couplées à la fluorécéine seront déposées sur les lames. Après une incubation à 37 degrés en chambre humide, les lames seront lavées avec une solution de PBS pour éliminer le conjugué non fixé. Les prélèvements positifs présentent une coloration verte fluorescente caractéristique permettant de les différencier des prélèvements négatifs. L'autre technique de référence est l'isolement viral sur culture cellulaire, dite IVCC. Elle permet de mettre en évidence le pouvoir infectieux du virus.
Un mélange des différents échantillons de matière cérébrale prélevée et broyée. Cette infection sera amplifiée et révélée après 48 heures d'incubation. Les prélèvements positifs présenteront une coloration verte fluorescente. Après avoir reçu les résultats du laboratoire, le service de traitement doit prendre en considération, pour l'interprétation du résultat, les circonstances de la mort de l'animal et l'état de réception du prélèvement. Par exemple, l'abattage d'un chien mordeur en cours d'observation va diminuer la fiabilité du diagnostic. Autre exemple, un prélèvement reçu en état de putréfaction ne permet pas d'avoir une certitude et le résultat sera non interprétable. Et ça ne permet pas d'éliminer une éventuelle étiologie rabique de l'infection de cet animal. Le résultat de l'isolement viral sur culture cellulaire va permettre de confirmer ou d'infirmer le résultat négatif obtenu par l'immunofluorescence directe. Toutefois, il est possible, mais rare, qu'un diagnostic par immunofluorescence directe négatif sera positif au test d'isolement viral sur culture cellulaire et cela doit permettre aux décideurs du traitement de reconsidérer le protocole et de redémarrer le protocole de prise en charge. Les mêmes techniques de diagnostic pratiquées chez l'animal sont aussi réalisées chez l'homme. Chez l'homme, lorsqu'on suspecte la rage, le diagnostic en antémortem est possible. Pour cela, on prélève la salive, le liquide céphalorachidien, une biopsie de la peau et une imposition cornéenne. En cas de décès, l'autopsie est nécessaire pour prélever un échantillon de matière cérébrale. 3 techniques sont utilisées pour le diagnostic chez l'homme: l'isolement viral en culture cellulaire, l'immunofluorescence directe et la RT-PCR. La RT-PCR est une technique sensible qui permet de retrouver l'ARN du virus. Le résultat du diagnostic en antémortem, s'il est positif, il permet de confirmer le diagnostic. S'il est négatif, il ne permet pas d'éliminer la rage. Dans ce cas, il faut multiplier les prélèvements. Le diagnostic en post-mortem permet de confirmer la rage s'il est positif, et s'il est négatif, il permet d'éliminer la suspicion.